Bonjour. Aujourd'hui, et à l'occasion du projet INFN Close Toujours, je vais aborder les principales clauses relatives à la vente d'un immeuble loué. Alors, c'est une distinction bien connue qui consiste à distinguer la vente d'un immeuble loué en fin de bail d'une part et la vente d'un immeuble loué en cours de bail d'autre part. Dans le premier cas, nous le savons, il s'agira logiquement pour le propriétaire de délivrer congé sans offre de renouvellement au locataire de façon à lui permettre de vendre son bien inoccupé. C'est d'ailleurs ce qui justifie à cette occasion que le locataire se voit octroyer un droit de préemption de façon à lui permettre de rester dans les lieux loués, mais cette fois-ci en tant qu'acquéreur et donc nouveau propriétaire du bien. Dans le second cas qui nous intéresse, il n'est logiquement pas question de droit de préemption, sauf dans deux cas prévus aux articles 10 et 10-1 d'une loi de 75, c'est-à-dire soit la première mutation après division de l'immeuble par lot, soit la vente intégrale d'un immeuble de plus de 5 logements. Quant au reste, il n'y a pas de droit de préemption tout simplement parce que le bien sera vendu loué, c'est-à-dire que le transfert de propriété à titre onéreux du bien s'accompagnera d'une cession du bail au profit du nouvel acquéreur. Alors bien évidemment, il est très important d'avertir de la situation le nouvel acquéreur, qu'il sache exactement quelle est la situation, consiste en premier lieu pour lui à savoir qu'il achète un bien loué et qu'il le restera, et de l'informer aussi des contraintes qui vont peser sur lui du fait de l'application du dispositif de la loi du 6 juillet 1989. Parfois, ces clauses qui intéressent la situation du bien ou la présence du locataire dans les lieux loués sont disséminées dans l'avant-contrat, qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une promesse intégrale de vente, et on va les retrouver fort logiquement dans l'acte final. Je préfère pour ma part les réunir tout ensemble. La première clause, qui est également la plus évidente, c'est la clause relative à la situation du bien. Alors, opportunément, on pourrait retrouver cette clause juste après la clause de désignation du bien et la clause d'origine de propriété. Il s'agit tout simplement ici de s'assurer que l'acquéreur sait qu'il achète un bien loué et sait que ce bien est loué sous l'empire de la loi de 1989. L'acquéreur, voilà comment on pourrait rédiger cette clause, l'acquéreur ou le bénéficiaire, si c'est une promesse unilatérale de vente, est averti et déclare prendre acte de ce qu'un contrat de location portant sur les lots susvisés et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 89 a été conclu à telle date, à tel lieu, entre le vendeur et le locataire qu'il faudra bien sûr identifier à cette occasion. On pourra également retrouver en cette clause une mention de la durée du bail qui est en cours, et aussi évidemment une référence aux annexes dans lesquelles on retrouvera là aussi très logiquement une copie du contrat de location. La deuxième clause usuelle que l'on va trouver, c'est une clause que l'on peut appeler présence du locataire. La clause présence du locataire va informer tout simplement des effets liés à la vente du bien loué, tant à l'égard de l'acquéreur que du locataire. Alors on pourra par exemple y constater l'absence de droit de préemption. On pourra également y faire état de la transmission automatique du bail, du besoin de signifier la vente au locataire, de la subrogation de l'acquéreur au vendeur, laquelle d'ailleurs ne vaudra que pour l'avenir, sauf poursuite de l'exécution d'une décision de justice. On pourra y faire également état de la possibilité de dresser un état des lieux intermédiaire, ce qui me paraît important en pratique, du bénéfice d'une caution éventuelle, ou encore des conditions dans lesquelles l'acquéreur pourra prétendre, s'il le veut, à son tour donner congé pour reprendre le bien pour lui-même ou le vendre à son tour. Il serait dommage, à mon avis, de s'arrêter en si bon chemin et de ne pas ajouter à ces deux premières clauses une troisième qui est assez particulière mais qui me paraît tout aussi importante que les deux premières. C'est une troisième clause qui va avertir, le cas échéant, le futur acquéreur, ou bénéficiaire dans le cas d'une promesse unilatérale de vente, de tous les événements, de tous les incidents qui pourraient se produire durant la période qui sépare
l'avant-contrat de vente, encore une fois quel qu'il soit, promesse unilatérale de vente ou compromis, et l'acte final, l'acte authentique de vente. Puisqu'il peut se passer bien des choses. On sait que cette période qui sépare l'avant-contrat de vente de l'acte final, peut-être de 3 mois minimum, mais cela peut être de 5 ou 6 mois dans le cas d'une vente longue. Il peut se passer bien des choses, comme par exemple celle qui consisterait pour le propriétaire à concevoir et à accepter une modification des clauses du bail, ce dont il n'avertirait pas forcément un acquéreur, un futur acquéreur qui ne serait pas d'accord de ce point de vue. Il pourrait s'agir également d'incidents liés à l'exécution du bail par le locataire. Je pense bien sûr aux difficultés qu'il aurait peut-être à payer son loyer. Il me semble même que cette modification éventuelle du bail ou ces incidents relatifs à l'exécution de ce bail ont une importance renouvelée depuis la réforme du droit des contrats, notamment s'il s'agit d'une promesse unilatérale de vente. Puisque la levée d'option n'a pas encore eu lieu, elle ne pourra avoir lieu qu'au regard du fait que l'acquéreur se sentira toujours conquis par une vente d'un immeuble qui est déjà loué et dans lequel se trouve un locataire qui exécute bien son contrat. Je pense à l'article 1112-1 du Code civil, au devoir précontractuel d'information, qui pourrait avoir une incidence sur la décision ou pas, in fine, de lever l'option. Il faudra d'ailleurs faire un lien avec la clause d'indemnité d'immobilisation pour prévoir le remboursement, le cas échéant, de l'indemnité d'immobilisation si, par exemple, il s'avère que le locataire a cessé de payer son loyer, ce qui justifierait ainsi que le bénéficiaire refuse de lever l'option. Alors, il y a 2 variantes que je vous propose. La première, sauvegarderait tout simplement la possibilité pour le vendeur de modifier le bail. La deuxième le lui interdirait tout simplement parce que le vendeur et l'acquéreur ou le bénéficiaire auraient convenu ensemble que le vendeur s'interdise tout simplement de modifier à l'avenir les clauses du bail puisqu'il ne reste plus que quelques mois à courir. Pour la première variante, voilà ce que nous aurions alors. Le vendeur ou promettant s'engage par les présentes à communiquer à l'acquéreur ou bénéficiaire tout renseignement utile portant sur les modifications apportées au bail initial et susceptible d'en affecter la forme et le régime, tel par exemple une autorisation de sous-louer les lieux, un accord portant sur la charge des travaux d'entretien et de réparation utiles au bien, ou, bien sûr, on y pense, une révision du loyer convenue avant la conclusion de l'acte de vente définitif. Il s'engage, ajoutons ce second paragraphe, il s'engage en outre à informer l'acquéreur ou le bénéficiaire de tout événement ayant affecté l'exécution du bail et ses rapports avec le locataire, tels que des loyers non payés ou d'autres manquements du locataire à ses obligations au cours du bail. La deuxième variante, qui a ma préférence, interdirait tout simplement au vendeur de modifier de quelque manière que ce soit le bail en cours. Le vendeur ou promettant s'engage par les présentes à n'apporter au bail initial aucune modification susceptible d'en affecter la forme et le régime, telle par exemple une autorisation de sous-louer les lieux, un accord portant sur la charge des travaux d'entretien et de réparation utiles au bien, ou une révision du loyer convenu avant la conclusion de l'acte de vente définitif. Il s'engage en outre à informer l'acquéreur ou le bénéficiaire de tout événement ayant affecté l'exécution du bail et ses rapports avec le locataire, tels que des loyers non payés ou d'autres manquements du locataire à ses obligations au cours du bail. Voilà pour les clauses principales relatives à la vente d'un immeuble loué.